Chers amis téléspectateurs de Tandem TV, bonsoir. C'est avec une immense joie que je vous retrouve pour un nouveau 50 nuances d'antisémitisme, toujours accompagné par mon acolyte, mon binôme, celui qui défend Israël plus vite que son ombre, mon ami Tim Laribo, alias Pug. Salut Pug. Salut Galit, comment ça va? Et toi, comment tu vas? Oh ben, on a plein de sujets à traiter, on a plein d'idées, on a plein de choses à dire, donc tout va Alors bien. oui, on a plein de choses à dire parce que ce soir, Pug, plein de sujets, je sais pas, mais oui, plein de sujets dans le sujet. Parce que ce soir, on a décidé de sortir un peu des sentiers battus de l'antisémitisme pour s'intéresser au phénomène du moment, à celui qui bouscule le jeu politique français, celui qui connaît l'ascension la plus vertigineuse depuis que les sondages existent, celui qui provoque peut-être un peu trop loin les juifs français de France et d'ailleurs. Je veux parler, vous l'aurez deviné, de monsieur Éric Zemmour. Alors même s'il n'est pas encore Pug officiellement déclaré candidat, Éric Zemmour agite le pays depuis la rentrée. Pas un jour sans qu'il ne fasse la une des médias, normal quand on sait qu'il était à 5% des intentions de vote au début de l'été et que les derniers sondages le donnent présent au second tour face à Emmanuel Macron. Alors nous ici, à 50 nuances d'antisémitisme, mais plus largement dans la communauté juive de France et dans la communauté des juifs franco-israéliens, il nous embête Éric Zemmour, je vais vous dire. Il nous embête parce que d'un côté, il porte depuis de très longues années un constat et des idées sur le délitement de la France et des conséquences d'une immigration arabo-musulmane de masse, que l'on entend, qui est constatée par une majorité de Français, et de l'autre, il semble parfois tenir des propos digne d'un vieil antisémitisme d'extrême droite que l'on croyait en voie d'extinction. Alors Éric Zemmour a tenu des propos sur les plateaux, mais aussi dans ses livres qui sont qualifiés de propos monstrueux, honteux par les institutions juives de France et par des personnalités juives comme BHL, Alain Minc ou encore Anne Sinclair. Pug, je te propose qu'on mette tout de suite les pieds dans le plat avec les déclarations d'Éric Zemmour sur le maréchal Pétain. Alors en 2019, Éric Zemmour, sur le plateau de CNews, dans son émission Face à l'info, déclare que le maréchal Pétain et le régime de Vichy ont sauvé des juifs français au détriment des juifs étrangers. Ils auraient protégé les juifs français. Éric Zemmour est poursuivi d'ailleurs pour ses propos. Il est jugé pour contestation de crimes contre l'humanité et il est relaxé sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui pour ses propos. On sait tous, Pug, ta passion pour l'histoire, alors j'aimerais avoir ton avis. D'abord, est-ce qu'Éric Zemmour ment quand il tient ce discours, selon toi? Et serait-il coupable de révisionnisme? Et surtout, cherche-t-il, comme on lui reproche, à réhabiliter Pétain et Vichy? Je vais commencer par, alors ce sera pas l'historien qui, quoique un peu quand même, c'est pas tellement l'historien, c'est le type attaché au règlement de discipline générale des armées qui va intervenir. Il faut arrêter de dire maréchal Pétain. Il ne l'est plus. Il a été dégradé, il a été cassé, il a été frappé d'indignité nationale. Il n'est plus maréchal. Il ne faut plus l'appeler le maréchal Pétain. On l'appelle Philippe Pétain si on veut. Mais, d'accord. Il n'est plus maréchal. Ok. Donc, au moins c'est clair. Ça, c'est, Très ça, bon préambule. Ça, c'est un fait. Est-ce que Éric Zemmour ment? Non. Sauf à considérer que avoir des opinions et des analyses, des interprétations différentes de certaines nuances serait du mensonge. Ce que je ne crois absolument pas. On peut avoir un attachement particulier à la signification des mots qui fait que quand on dit Pétain a protégé les Juifs de France, ben, on comprend que Pétain a eu l'intention de protéger les Juifs de France. Ce n'est pas ce que dit Éric Zemmour. En fait, Éric Zemmour dit que dans la façon dont Vichy a traité le problème des Juifs, ils ont choisi une stratégie, ils ont choisi un modus operandi, plutôt pour parler de choses criminelles, qui, de façon presque involontaire, a mis les Juifs de France en seconde ligne face à la haine nazie et fasciste. Ce qui est quand même vachement différent de dire
Pétain a protégé les Juifs. Pétain s'est réveillé un matin en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour sauver mes pauvres Juifs de France ?» Non, non, oui. ça c'est non. Voilà. Oui. À aucun moment Pétain n'a eu cette réflexion. À aucun moment des gens comme Laval, Darlan n'ont eu cette intention. Donc tout dépend de ce qu'on appelle protéger. Le fait est que quelqu'un qui passe par là quand tu vas prendre une balle d'un djihadiste, par exemple, s'il y a quelqu'un qui, à ce moment-là, prend la balle à ta place, il t'a protégé. Il l'avait pas forcément voulu. Le fait est que voilà, tu as été protégé. Et en fait, pour moi, si tu veux, on est là-dedans lorsqu'on parle de ce que Zemmour a dit. Mais oui, tu as raison. Et surtout, comme tu le dis, on peut penser qu'à un moment donné, il a envie de réhabiliter Pétain et le régime de Vichy, ce qui n'est pas du tout le cas, mais c'est vrai que ses propos ne sont pas toujours très clairs. Et d'ailleurs, on ne comprend pas non plus pourquoi est-ce qu'il ne s'explique pas, de la même manière que tu viens de le faire. Est-ce qu'il n'explique pas ça une fois pour toutes? Alors, il a bien essayé, mais ces explications, elles ne passent pas. On reste sur ça. Le propos qu'on entend partout, qu'on lit partout, c'est qu'il veut réhabiliter Vichy et Pétain. Mais parce que pourquoi ne le fait-il pas? C'est surtout qu'il a arrêté de le faire parce qu'il l'a fait 100 fois et qu'on lui resserre ça sur un plateau à chaque fois et on lui redemande de s'expliquer pour l'enfermer dans cette et pour l'amener en fait à se dédire, pour l'amener à faire de la politique, c'est-à-dire j'ai dit un truc à un moment donné et puis après je change d'avis et ainsi de suite. C'est le même principe que ce que les médias américains et du monde entier ont fait à Trump. Ouais. Ils lui ont posé 100 fois la question est-ce que vous condamnez les suprématistes blancs? Il y a même une vidéo qui avait tourné pendant la campagne où en fait ils avaient compté le nombre de fois où on lui avait posé la question où Trump avait répondu je condamne sans aucune réserve les suprématistes blancs. Et ben pendant la campagne on lui redit est-ce que vous condamnez les suprématistes blancs? Au bout d'un moment on leur dit va te faire et puis je réponds plus à tes questions parce que tu me saoules. Bon, alors, on reviendra sur la comparaison entre Trump et Zemmour, elle est intéressante. Alors bon, il a continué. Dans son dernier livre, La France n'a pas dit son dernier mot, qui est un best-seller, Éric Zemmour établit un parallèle, pour le moins douteux, entre Mohamed Merah et ses victimes de l'école Ozar HaTorah, de l'école Ozar HaTorah de Toulouse. Il écrit, alors là je vais citer, « La famille de Mohamed Merah a demandé à l'enterrer sur la terre de ses ancêtres, en Algérie. On a su aussi que les enfants juifs assassinés devant leur école confessionnelle de Toulouse seraient, eux, enterrés en Israël. Les anthropologues nous ont enseigné que l'on était du pays où on est enterré. Assassins ou innocents, bourreaux ou victimes, ennemis ou amis, ils voulaient bien vivre en France, faire de la garbure ou autre chose, mais pour ce qui est de laisser leurs os, ils ne choisissaient surtout pas la France, étrangers avant tout, et voulant le rester par-delà la mort. » Alors ces propos, tu es d'accord, qui ne peuvent que provoquer l'indignation et l'émotion, et pas seulement au sein de la communauté juive. Donc là aussi, Puck, ton analyse nous intéresse. Pourquoi établir un tel parallèle, si ce n'est pour choquer, voire s'aliéner une immense partie de la communauté juive? Je reviens juste un tout petit peu en avant, parce qu'il y a quelque chose que je voudrais préciser à propos de Pétain. J'invite tout le monde à lire réellement ce que Éric Zemmour a écrit sur l'histoire de France, et notamment, je crois que c'est dans Mélancolie française qu'il parle du Pétain de 1917, où il est en train de nous expliquer que Pétain a trahi l'armée française. Donc en fait, la réhabilitation de Pétain par Zemmour, moi j'y crois pas, mais pas une seconde. Pas une seconde. Maintenant, autant je ne pense pas que Zemmour a dit une bêtise quand il parle de Pétain et de Vichy, c'est juste une question d'analyse différente, on va dire, ou de sensibilité à certains registres de l'histoire. Je pense que là, véritablement, sur le passage que tu as lu et cette comparaison entre Merah et les enfants Sandler, ouais. Je ne sais plus qui m'a dit c'est une erreur notoire de penser que les grands hommes ne peuvent pas avoir de failles et que le fait d'avoir des failles ne peuvent pas faire de soi un grand homme. Ben, je trouve que là,
Zemmour, il s'est juste planté dans les plus grandes largeurs, parce que alors ça fait bizarre que ce soit Zemmour qui fasse des leçons de francitude à la France, et que moi je vais faire des leçons de judéitude à Éric Zemmour. Mais si Éric Zemmour n'a pas compris le lien très particulier, inexplicable, quasiment miraculeux, y compris pour des gens qui analysent d'un point de vue scientifique, le lien entre le peuple juif et la terre d'Israël, s'il n'a pas compris ça, j'ai presque envie de dire, je ne peux plus rien pour lui. Alors justement, il l'a compris, parce que moi je l'ai entendu le dire dans une émission, et il a très bien expliqué. Être juif, le judaïsme, c'est une terre, Israël, un texte, la Torah. Donc le lien entre le juif, le judaïsme et sa terre, il est indéfectible, il est indéniable et il est incassable même, j'ai envie de dire. Il est tellement incassable que, je l'ai dit plein de fois dans ma défense d'Israël et des Juifs, quelle que soit la façon dont tu appelles ces gens-là, les Juifs, tu fais référence à leur origine géographique. Parce que, je le répète, juif, ça vient du vieux français qui en fait vient du latin judéen. Le Yahoud en arabe, c'est la même racine, le Yude en allemand, enfin, quelle que soit la façon dont on les appelle. Alors il y en a qui me disent, non mais ils sont de confession israélite. Ah oui, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, Zemmour. Souvent il utilise ce terme, israélite. Et il y a quoi comme mot dans israélite? Oui. Il y a Israël. C'est quoi Israël? C'est la terre. Exactement. Voilà. Après on va me dire, ouais mais non, en fait c'est pas une question de religion, de peuple, ils sont sionistes. Elle est où la montagne de Sion, rappelle-moi? Enfin, je veux dire, quelle que soit la façon. Alors après, on me dit, les Hébreux. Ouais, ils ont vécu où, les Hébreux? Ça veut dire ceux qui viennent de l'au-delà du fleuve. Enfin, on considère que c'est plus ou moins Abraham qui traverse l'Euphrate pour venir. Enfin, c'est toute la façon dont on appelle ces gens-là, sauf quand on les insulte de manière péjorative, c'est un rapport à la terre. Et le texte de la Bible, que même les chrétiens citent ces versets, il y a un verset qui met la larme à l'œil à tous les chrétiens qui passent, parce que voilà, c'est très beau de la façon dont c'est exprimé, où il est dit que Dieu rassemblera tous ses enfants dispersés. Et en fait, il parle d'Israël. Et il les rassemblera autour de lui, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, et j'essuierai toute larme de leurs yeux, et ainsi de suite. Et donc, il y a cette idée que le rêve absolu du Dieu des Juifs, c'est de vivre sur sa montagne à Jérusalem, entouré de tous les gens qu'il aime, et qui soient tous autour de lui comme un père avec ses enfants. Bon, et ben le lien à la terre d'Israël des Juifs, il est là. Ensuite, l'historien Éric Zemmour devrait aussi savoir que on parle du sionisme, du retour des Juifs, de l'Aliyah, du retour des Juifs dans leur terre depuis 1880 à peu près, sauf que tous les historiens du judaïsme et des Juifs savent très bien qu'il y a eu un phénomène de retour des Juifs en Israël. Les Européens appelaient ça la Palestine à cette époque-là. Lorsque les vieux Juifs européens, ils avaient marié leurs enfants, ils avaient transmis leur héritage et ainsi de suite, et ils allaient mourir en Israël et se faire enterrer en Israël. Donc en fait, cette idée que des Juifs se fassent enterrer en Israël, c'est vieux comme le monde. Il n'y a rien de nouveau. Et surtout, et j'en termine, surtout, le rapport des Arabes et des musulmans à la terre n'est absolument pas comparable à celui des Juifs. C'est-à-dire, la terre de ses ancêtres, ok, c'est une notion très compliquée. C'est leur pays d'origine, en fait. C'est le pays d'origine auquel ils... Oui, mais alors, tu vois, petite réflexion comme ça, moi quand j'étais au collège ou au lycée et que j'avais des camarades arabes et musulmans, la façon dont ils parlent de leur pays, c'est-à-dire, si je fais des conneries, mon père il va m'envoyer au bled. Oui, exactement. Alors, ils le méprisent. Ils méprisent la terre de leurs ancêtres. C'est vrai, aller se chercher une femme au bled, c'est aller se chercher une imbécile. Donc, bon, enfin, Pug, on a bien compris cette comparaison, elle est plus que malheureuse, elle est complètement idiote. Mais ce que je ne comprends pas, alors que Zemmour est actuellement
l'homme politique, parce que ça y est, c'est un homme politique aujourd'hui, c'est plus un polémiste, c'est plus un écrivain, c'est un candidat potentiel à l'élection présidentielle, il fait des meetings, enfin, c'est un homme politique. Alors que c'est l'homme politique qui est le plus cash aujourd'hui, qui parle de la manière la plus cash aujourd'hui en France, de sujets que plus personne n'ose même aborder. Comment est-ce que cet homme-là n'arrive pas à dire là, j'ai fait une erreur et de dire qu'il regrette en fait? Parce que en fait, Éric Zemmour est en effet extrêmement français et que dans la culture catholique française, à majorité catholique, avouer une erreur, c'est se condamner. Avouer que on a fait une erreur, aller au confessionnal et dire au prêtre, voilà, bah tu prends des Ave Maria et tu prends une indignité, tu prends éventuellement une excommunication. On n'est pas du tout dans la pensée protestante, qui est beaucoup plus sur la notion du pardon. Une fois que tu as confessé, on te pardonne. Les anglo-saxons, les protestants de manière générale, ont cette idée qu'à partir du moment où quelqu'un a confessé sa faute, en fait, la charge morale passe à celui qui est accusé. C'est-à-dire que maintenant qu'il a confessé, j'ai le devoir de lui pardonner. Si je ne pardonne pas, pour faire le lien avec Éric Zemmour, qu'est-ce qu'il perdrait à reconnaître face à une mentalité française qui n'admet pas en fait que l'on se confesse, parce que quand tu confesses une faute, ça veut dire que tu es pas bien, tu n'es pas au bon niveau, tu n'es pas parfait. Ben en fait, il descendrait. Il est dans sa logique de pas de repentance. Lui, il prône la non-repentance de la France par rapport à ses erreurs passées, et il fait la même chose pour lui, je pense. Alors, on a compris, Éric Zemmour, Pug ne drague pas. C'est le moins qu'on puisse dire, la communauté juive dans cette course à la présidentielle. Mais ses représentants, ses institutions, les institutions de cette communauté juive ripostent et le font de manière parfois, à mon sens, un peu étrange. Je pense au président du CRIF, Francis Khalifa, qui appelle depuis plusieurs semaines à faire barrage à Éric Zemmour dans les urnes, allant jusqu'à déclarer qu'il ne fallait qu'aucune voix juive n'aille à Éric Zemmour. Ce dernier lui a répondu en affirmant que le patron du CRIF croit et fait croire qu'il y a un vote juif et qu'il peut donner des consignes de vote, faisant ainsi le lit des antisémites les plus fous qui sont persuadés qu'il y a une union de tous les juifs pour régner sur la France. Alors, toi, et le monde. Et le monde, bien sûr, au minimum. Qu'en penses-tu, Pug? Y a-t-il aujourd'hui, ou y a-t-il déjà eu par le passé, un vote juif en France? Connais-tu un autre exemple dans l'histoire où les responsables des communautés juives, les responsables communautaires, ont donné des consignes de vote? Alors, comment répondre à cette question? Alors, première, tu me demandes, est-ce que je connais un autre exemple dans l'histoire? Non, je n'en connais pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu, c'est que moi, je n'en connais pas. Par contre, moi, quand on me dit il y aurait un vote juif et le patron du CRIF, en fait, il va donner des ordres et tous les juifs vont le suivre à la lettre, j'ai envie de te poser la question, toi qui as suivi les élections israéliennes, enfin, les 5 élections israéliennes, bien mieux que moi, tu crois vraiment que les juifs sont des gens très disciplinés qui vont suivre les consignes de vote du CRIF? C'est ridicule. Enfin, il a fallu 5 élections pour que vous arriviez à un gouvernement qui est quand même franchement bancal. Enfin, 2 juifs, 3 opinions, et ils voudraient qu'on vote tous comme un seul homme. Exactement, je veux dire, limite, et en ça, les juifs ont quelque chose de français aussi. Il suffit qu'on leur dise tiens, il faut faire ça, pour qu'ils te disent non, il y a plein d'autres façons de faire et on peut. Enfin, non, je trouve que là, je suis assez d'accord avec Zemmour sur cette vision-là. Quand on commence à penser que les juifs vont réagir en communauté et qu'ils vont voter en communauté au lieu de voter en individu. Alors d'abord on tombe dans le communautarisme le plus idiot que la France déteste à plein d'égards. Et que Zemmour récuse et refuse. Que Éric Zemmour récuse. Et alors c'est là où j'ai un peu cette nuance avec Éric Zemmour, c'est que il n'aime pas ce qu'il appelle le culte des droits de l'homme.
Et pour moi, les droits de l'homme, c'était justement ça. C'était l'idée que nous sommes des individus, nous sommes libres. Je ne suis pas défini par ma communauté, par ma foi. J'ai le droit d'être protestant et de gauche. J'ai le droit d'être français et je ne sais quoi d'autre. Enfin, je suis libre. C'est moi qui définis ce que je suis. C'est moi qui définis ce que je veux être. C'est moi qui définis ce que je vais voter. Alors, pour moi, qui je vais alors voter. c'est rigolo parce que moi, quand j'entends Éric Zemmour parler justement des droits de l'homme, comme tu l'as dit, j'entends plus dans le sens où aujourd'hui, la France fait passer donc son état de droit, puisque la France est un état de droit, de fait, d'accord, mais cet état de droit l'empêche dans sa lutte contre le communautarisme, contre la criminalité à outrance comme elle est arrivée aujourd'hui, contre l'immigration. Oui. Voilà. Quand on a, par exemple, un immigrant qui a été condamné 30 fois et qui est toujours sur le sol français alors qu'il commet des infractions, voire des délits, voire des crimes, et ni on l'emprisonne, ni on le raccompagne à la frontière, je pense que c'est dans ce sens-là où Éric Zemmour trouve que les droits de l'homme en France... Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ton analyse. Je pense que et là aussi, quand on est beaucoup plus subtil et qu'on l'écoute réellement au lieu d'essayer de lui sauter à la gorge, parce que c'est ce que font les journalistes. Ils ne l'écoutent que pour lui sauter à la gorge. On dirait une meute de loup qui attend que le poulet il tende le cou pour le mordre. Enfin, quand on l'écoute, il n'est pas anti-droit de l'homme, il n'est pas anti-femme, il n'est pas anti tout ça. Il dit juste, effectivement, que tu l'as très bien résumé. On est tombé dans une religion droit de l'hommiste qui fait que finalement l'homme est bon et a raison quoi qu'il fasse. Mm-hmm. Donc ça peut être un criminel multirécidiviste, c'est ça. Mais il faut quand même lui laisser sa chance. Sauf quand c'est Éric Zemmour. Parce que quand Éric Zemmour est condamné pour haine raciale dans des conditions qui sont quand même suspectes, on va dire, ou en tout cas contestables, là il faudrait lui en tenir rigueur jusqu'à la fin de ses jours. Bon. Voilà, le double langage, ça va aller, quoi. Alors, on va voir. On a compris que le moins que l'on puisse dire, c'est que Éric Zemmour déchaîne les passions. Il les déchaîne au sein de la communauté nationale et au sein de la communauté juive de France et bien au-delà de ses frontières. Alors, après Anne Sinclair au dîner de gala du CASIP Kojazor la semaine dernière, qui a déclaré dans son discours avoir honte que des juifs puissent voter pour Éric Zemmour, c'était au tour de BHL, il y a quelques jours, de tenir tribune dans son bloc-notes du journal Le Point. Alors dans ce brûlot littéral anti-Zemmour, ayant pour titre « Ce que Zemmour fait au non-NOM juif », l'homme à la chemise blanche et aux cheveux au vent commençait son propos de la manière suivante, je cite « Chacun y pense, mais personne ne semble décidé à en parler. Zemmour est juif. » Et parmi les questions posées par sa candidature, il y a ce qu'elle implique quant au destin de l'être juif en France. Alors, si j'avais pas su que ces mots étaient sortis de la plume de BHL, Pug, j'aurais pu croire qu'ils avaient été écrits par un antisémite notoire à la Soral. Éric Zemmour a d'ailleurs répondu à ces propos, accusant BHL de l'assigner à résidence ethnique et communautaire. Du coup, moi, j'ai envie de te poser la question à toi, Pug, le goy qui a fait de la lutte contre l'antisémitisme une bataille personnelle. Que t'inspirent ces propos de BHL et es-tu d'accord avec la réponse d'Éric Zemmour ? Je vais te demander de pardonner la grossièreté avec laquelle je vais m'exprimer à l'instant. Quand j'entends ça, moi, personne ne semble décidé à en parler, Zemmour est juif. J'ai envie de regarder BHL dans les yeux, de laisser tomber mes épaules d'exaspération et de lui dire « sombre con ». Pourquoi je dis ça ? Parce que, en fait, effectivement, aller estampiller une étoile jaune sur quelqu'un qui ne le revendique pas, qui n'en a jamais fait... il n'en a pas fait mystère, Éric Zemmour, mais il n'en a pas non plus fait étalage. Exactement, mais il ne s'en cache pas. Tout ça, voilà. Eh bien, j'ai déjà fait un comparatif sur un texte que j'ai écrit avec la façon dont Dreyfus, le capitaine Dreyfus, se sentait français. BHL aurait détesté le capitaine Dreyfus. Le capitaine Dreyfus, il était français jusqu'au bout des ongles et jusqu'au bout, il a cru à la justice de son pays, même quand son pays lui avait complètement tourné le dos. Comment, à partir du moment où quelqu'un a dit
dans un sombre bureau de la section de statistiques de l'armée française, qui était une espèce d'officine secrète pour espionner l'ambassade d'Allemagne, à partir du moment où quelqu'un a dit « Hey, le capitaine Dreyfus, il est juif », c'est là que tout s'est mis en place. C'est véritablement là qu'à partir du moment où on a dit « Dreyfus est juif », ok, son écriture avait des ressemblances avec celle du fameux bordereau. Et pourtant, même des gens qui le regardaient à l'œil nu se disaient « ça ressemble, mais quand même, bon ». Et à partir du moment où quelqu'un a dit « attention, capitaine Dreyfus est juif », la machine infernale s'est mise en route, tout le monde est devenu dingue. Il y a l'expert Bertillon qui a imaginé une théorie abracadabrantesque pour dire que Dreyfus avait contrefait sa propre écriture, il avait mis en place un système pour que son écriture ressemble à la sienne mais soit pas la sienne, enfin bref, c'est délirant. À partir du moment où on commence à dire « oh, lui, c'est un juif », moi je pense à ça, moi je pense, il y a des mecs dans ce bureau de la section de statistiques en 1894 qui à un moment donné ont pointé du doigt sur le fait que Dreyfus était juif et ça a tout déclenché. Donc j'ai envie de regarder BHL et lui dire « mais t'as rien appris de l'histoire ? T'as rien appris que en fait, surtout, faut pas faire ça. » Et en même temps, ton exemple, il est rigolo, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment le terme, mais bon, parce que il y en a aussi, enfin certains. Alors j'avoue que ça, c'est pas un sujet que je maîtrise, donc ta réponse m'y a fait penser, donc je soulève, mais si ça t'intéresse, on creusera pour la prochaine émission. Certains accusent Zemmour de ne pas croire en l'innocence du capitaine Dreyfus. Non, mais c'est vrai. Alors après, je n'ai pas lu les déclarations d'Éric Zemmour là-dessus, mais j'ai lu que certains l'accusaient de ça, de ne pas croire en l'innocence de Dreyfus. Donc c'est pour ça que ça me... Très honnêtement, je ne sais pas. Et Zemmour, c'est quand même vrai, est un lecteur, on va dire, appliqué, je dirais pas assidu, mais c'est quelqu'un qui a lu quasiment tout ce qui s'est écrit dans l'histoire de France, et c'est quelqu'un qui a lu Maurras, c'est quelqu'un qui a lu Drummond, c'est quelqu'un qui il sait pertinemment de quoi il parle. Mais c'est de ça que l'accusent les dignitaires de la communauté juive aujourd'hui. C'est d'être un disciple et un adepte de Maurras, de Drummond. Ce qu'il n'est pas, c'est pas, enfin, là aussi en fait, ses contempteurs essaient de le planter et généralement ne le laissent pas parler, mais on voit bien à plein d'égards il ne peut pas être dans cette vision. Lui-même, Éric Zemmour, juif, comme le souligne BHL, alors que personne ne lui avait rien demandé. Il aurait été haï par Drummond. Drummond et Maurras s'en seraient pris publiquement à lui. Et je suis même persuadé, c'est un peu bizarre comme réflexion, mais que Zemmour aurait été capable, en fait, face à Maurras et Drummond et des gens comme ça, de leur expliquer que l'antisémitisme dont il faisait preuve à ce moment-là n'était pas français. Et alors, je peux me tromper, hein, je pense que Zemmour a une vision de la France qui n'est pas celle d'un antisémite d'extrême droite. C'est ridicule. Enfin, je veux dire. Non, mais bien sûr. Alors celle d'un homme de droite extrême, peut-être, d'extrême droite, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que ce texte de BHL, moi, je l'ai trouvé personnellement d'une grande violence. Et effectivement, d'ailleurs, oui, Éric Zemmour lui a répondu avec la même violence. Donc pour ça, il n'y a pas de... Ils se sont... Et ce que tu dis d'Éric Zemmour, où effectivement, on ne le laisse pas parler, on lui coupe la parole sur les plateaux et tout, je trouve que là aussi, là-dessus, depuis quelques semaines, il ne se laisse plus faire et il insiste pour aller au bout de son propos à chaque fois. Mais comme tu dis, enfin, en tout cas... BHL, oui, son propos, son bloc-notes était d'une violence. Enfin, moi, en tout cas, je me le suis pris en pleine gueule, ne serait-ce que ses premières phrases, et je n'ai cité que les premières phrases ce soir. Oui. Et comme le répète souvent Pascal Praud dans ses émissions, que j'aime beaucoup, il répète souvent que cette campagne présidentielle va être violente. Elle l'est déjà au sein de la communauté juive.
dont moi je constate qu'elle se déchire sur les réseaux sociaux alors qu'elle ne représente, il faut quand même le rappeler, que moins de 1% des électeurs et que jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont, comme on le disait tout à l'heure, jamais voté comme un seul homme. Alors, n'oublions pas quand même, Pug, que cette émission s'appelle 50 nuances d'antisémitisme. Et pour terminer, j'aimerais, compte tenu de tout ce qu'on a dit ce soir, que tu nous livres ton sentiment, à toi. Éric Zemmour, juif honteux, antisémite ou personnage sulfureux qui s'exprime sans tenir compte de la sensibilité d'une communauté avec laquelle il partage, certes, la même religion, mais à laquelle il refuse qu'on l'attache, qu'on l'aliène, justement, préférant se réclamer de la communauté nationale, de la communauté française et non de la communauté juive de France. Juif honteux, antisémite, certainement pas. Pour moi, il n'y a strictement rien dans ce que j'ai pu lire à son sujet, dans ce que j'ai pu entendre de lui. Il n'y a rien qui me laisse penser qu'il a honte d'être juif, qu'il a honte de sa famille, qu'il a honte de ses racines. Au contraire, il n'arrête pas de les brandir comme justement l'exemple de moi, je suis pas un Français de souche. Je suis un juif d'Algérie et en fait, la France nous a fait l'honneur, le privilège, quelle que soit la façon ou l'emphase que l'on met, de nous rendre français, et on lui doit une reconnaissance quasi éternelle. Alors, bon, après, ça c'est son opinion. Hein, oui. Et en fait, il est tombé amoureux de la France, comme beaucoup d'étrangers peuvent tomber amoureux d'un pays. Parce qu'on le visite et qu'on découvre une autre culture et ainsi de suite. Bon, et il le dit comme ça, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'il se présente toujours finalement comme quelqu'un d'origine étrangère. Donc les gens qui le traitent de xénophobie, j'ai envie de rigoler. Il n'arrête pas de se définir comme quelqu'un d'origine étrangère qui est tombé amoureux de la France et qui effectivement... tu me demandes personnage sulfureux qui s'exprime sans tenir compte de la sensibilité. On va croire que je fais l'apologie de Zemmour, mais finalement, tenir ses positions sans tenir compte des communautés, on a bien vu que la communauté musulmane, il tient pas compte de ses sensibilités. La communauté juive, il tient pas compte de ses sensibilités. Il affirme ne pas être catholique. Donc on pourrait penser qu'il ne prend pas en compte la sensibilité catholique. Il n'aime pas les protestants parce qu'il estime que les protestants anglo-saxons ont fait mal tourner l'idéal droit de l'homiste. Au final, c'est quelqu'un qui s'affranchit de toute forme d'appartenance idéologique pour dire moi je suis en train de parler de la France, donc en fait toutes vos petites guéguerres et querelles de clochers, je n'en veux pas. Moi, je suis au-dessus de ça. Parce que finalement, c'est pas ça qu'on attend d'un président de la République. En fait. Exactement. Et en fait, finalement, son idéologie, comme tu le disais, il s'affranchit de toute idéologie communautaire ou communautariste. En revanche, la seule idéologie qu'il va défendre et qu'il défend et qu'il va défendre, à mon sens, mais c'est mon avis personnel encore, dans cette élection, ça va être l'idéologie de la France, d'une France fière de ses racines judéo-chrétiennes, et qui se défend face à ce qu'il considère, lui, comme le grand remplacement, comme il le dit souvent, oui. etc. Alors, et si tu me permets juste, parce qu'on pourrait penser, après m'avoir écouté pendant cette émission, on pourrait penser que je suis un aficionado de Zemmour, ce qui n'est pas le cas. Moi, et tu le sais parce qu'on en a déjà parlé, ce qui me fait peur dans Zemmour, c'est ce qui me fait peur dans la droite française en général et dans la gauche française aussi, c'est-à-dire ce culte de l'État, ce culte de l'impôt, ce culte de l'administratif. Et au final, moi, que Zemmour soit juif, peu me chaud. Moi, j'aime beaucoup Rafik Smati, qui est un Algérien d'origine et qui est dans quasiment la même pensée que Zemmour sur la France, qu'il soit algérien, je m'en tape. Moi, ce que je veux voir, c'est est-ce qu'ils vont apporter un véritable changement à la France. Et si j'avais Éric Zemmour en face de moi, j'aurais envie de lui, et il le sait, parce que là aussi j'ai des petits indices qui me le montrent, j'aurais envie d'attirer son attention sur l'époque la plus libérale de l'histoire de France, si on peut dire une époque libérale dans l'histoire de France, c'est-à-dire le Second Empire et les quelques années qui ont suivi,
Et tous ceux qui rêvent de la France aujourd'hui, tous ceux qui rêvent de Paris, le Paris haussmannien, Haussmann, je veux dire, tous ceux qui rêvent de la France grande et belle et patrie des arts, de la littérature, tout ça, ils parlent en fait de ce qui a été lancé pendant la période la plus libérale de France, c'est-à-dire le Second Empire. Et donc j'aurais envie de dire à Éric Zemmour, s'il vous plaît, ce qui est important, c'est pas tellement les prénoms, c'est davantage qu'on règle son compte à cet État qui nous étouffe depuis toujours. Mais Zemmour, donc voilà, si tu nous entends. Alors, non, mais voilà, alors on a bien compris, on pourrait en faire encore pendant des heures. On n'a pas parlé de son lien avec la famille Le Pen, qu'on lui reproche également. Tout ça, ce sont aussi des petits indices qui font que la communauté juive reste quand même très très frileuse par rapport à lui et à ses accointances, on va dire. Bah, il est quand même soutenu, je te vois faire une petite moue, mais il est quand même soutenu par Jean-Marie Le Pen, qui le préfère à sa propre fille. Oui, mais j'ai appris, si tu veux, que lors du débat entre Mélenchon et Zemmour, que Mélenchon avait été invité au 50e anniversaire de Zemmour. Oui. Ça, moi, personnellement, ça me met sur un siège éjectable. Je dis, mais non, c'est pas possible, ça me fait sauter au plafond d'une façon... Mais exactement. Voilà, alors c'est là qu'on va voir, effectivement, si Éric Zemmour va se transformer en véritable professionnel de la politique, ou alors s'il va réussir à garder son âme, on va dire, de journaliste, de polémiste, d'idéologue, parce que l'idéologie aujourd'hui dans la politique française, elle a un petit peu disparu, comme en Israël aussi, c'est pas mieux. Et donc toute cette idéologie, on va voir. Bah, je te propose, moi, Pug, qu'on reste en veille. Qu'on suive Zemmour de loin ou de près, qu'on voit si effectivement, parce que je pense qu'il n'a pas fini de nous en sortir 2-3 petites perles encore, alors j'espère qu'il va un peu oublier. J'en suis sûr. Moi, je pense, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais terminer. Premièrement, je suis persuadé aujourd'hui que tous les politiques de France et de Navarre ne rêvent que d'une chose, c'est que Zemmour se présente. Parce que comme ça, ils vont pouvoir se mettre à le détruire de manière systématique. Alors que s'ils décidaient, après être montés si haut dans les sondages et après avoir acquis cette audience, s'ils décidaient finalement de rester le commentateur presque en chef de l'élection présidentielle, le carnage pour les candidats serait assez violent. Alors, ensuite, je ne cache pas que l'idée que l'extrême droite française, j'y mets entre guillemets parce que voilà, se porte ou porte un juif à l'élection présidentielle, ce serait quand même assez comique. Alors, je te propose, comme je te disais tout à l'heure, qu'on reste en veille. On a encore plein, on aurait pu encore aborder plein de sujets, la comparaison entre la personnalité d'Éric Zemmour et la personnalité de Donald Trump. On aurait pu également aborder le sujet des affaires. Bon, mais bon, on va rester on va se cantonner à notre thème de 50 nuances d'antisémitisme. Je pense que le contrat pour ce soir a été rempli, c'est de ça qu'il fallait parler. On fera peut-être une autre émission qui s'appellera pas 50 nuances d'antisémitisme, où on parlera de l'élection présidentielle, toi et moi, si tu veux. C'est toujours très agréable d'échanger avec toi, Pug. C'est toujours très agréable d'écouter tes analyses, toujours très pertinentes. Merci. Je te dis à la prochaine. On s'en refait une le mois prochain. Merci à toi. Et merci puis à toi, j'aime beaucoup aussi. À vous, chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci d'être de plus en plus fidèles à cette émission. On revient très vite avec un nouveau 50 nuances d'antisémitisme, avec plein de sujets. On espère qu'on n'en aura pas tellement, mais vous savez bien. En tout cas, nous, on veille. Merci Pug, merci à vous. Merci, bonne soirée Galit. À tous. Au revoir. À bientôt.